Bailo. Vous voulez parler dans quelle langue, s'il vous plaît? Français, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, Monsieur le Président. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je me nomme Ouribay Loba. Vous avez quel âge? Je suis né en 1970. Où? À Pita. Quelle est votre profession? Je suis avocat, Monsieur le Président. Où vous êtes domicilié? Actuellement à Tombolia, commune de Matoto. Alors, dites au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Permettez-moi, avant toute chose, d'envoyer une pensée très pieuse, mais très forte, à toutes les victimes, aux morts, aux disparus, aux femmes violées, aux personnes battues. Bref, même à toutes les personnes, même n'ayant pas été, ayant eu une petite blessure, mais qui ont tout simplement été tellement impressionnées par la violence des massacres. Ainsi, moi je suis partie civile parce que j'ai perdu lors de ces événements mon petit frère bien-aimé qui s'appelait Elhadj Hassan Ba. Ce jour du 28 septembre, il est sorti, mais ce n'était pas dans l'intention d'aller au stade. En fait, il avait un programme avec un de ses amis pour aller assister à un baptême dans la belle famille de ce dernier. Donc, il est sorti l'attendre au bord de la route. Mais il a été emporté par la vague des mouvements, la foule des manifestants qui l'a suivi. L'a suivi sans même savoir comment il est arrivé au stade. Mais permettez-moi auparavant de vous parler de la veille. C'était une habitude pour lui. Moi, j'habitais en ce moment Kaloum, le quartier sans fil précisément. Lui habitait Hamdallah. Donc, tous les week-ends, les vendredis, il descendait chez moi entre 17h et 18h, où il restait jusqu'à 22h avant de rejoindre chez lui, Hamdallah. Mais ce jour-là, cela n'a pas pu avoir lieu parce que il avait un programme, bon, il y avait un mariage d'un de ses amis où il est allé assister. Puis le dimanche, il n'a pas pu venir aussi parce que il me disait qu'il devait se préparer pour le lundi, là, comment on appelle ça, pour accompagner son ami
au baptême. Donc, ce jour du 28 septembre, aux environs de 9 h, en tout cas très tôt dans la matinée, c'est moi qui l'ai appelé parce que je savais qu'il y avait ces manifestations. Il n'a pas l'habitude d'aller dans les manifestations. Donc je l'ai appelé pour connaître sa position. Il m'a dit qu'il était là dans l'attente de son petit frère et de son ami, mais la foule, quand la foule est arrivée à son niveau, vraiment il l'a suivi. Donc il est en route pour le stade. Donc son programme de baptême a été avorté là. Donc une fois au stade, c'est moi qui l'ai appelé. Je lui ai dit, où est-ce que vous êtes? Où en es-tu? Excusez-moi, est-ce que vos lunettes là sont des lunettes pharmaceutiques? Non, ça c'est pas pharmaceutique. Mais ça me permet, à cause de la lumière qui me gêne. Je porte les pharmaceutiques pour lire simplement. D'accord. Voilà. Parce que là, si voilà, on voulait voir vos yeux. J'ai pas compris. On voulait voir vos yeux. Ah. Voilà. Si vous pouvez les enlever, si vous pouvez parler comme ça. Ok, c'est seulement la lumière qui me gêne. Ça, vous ne pouvez pas? Non, je peux aller. Si ça me fait mal, je vais porter. D'accord. Alors, il m'a dit qu'il est aux alentours de l'esplanade. Il y avait une foule énorme, qu'ils sont là, mais qu'il y a aussi les gendarmes qui sont là. Donc, qu'ils se regardaient en face. Et puis, un autre instant, c'est lui qui m'appelle pour me dire que la pluie, il y a eu la pluie. Les gendarmes ont lancé les gaz, mais il y a eu la pluie. Donc, ça a permis que les gens se dispersent à cause de la pluie. Les gens sont rentrés dans les quartiers de l'Andrea et de Dixine. Mais c'était une pluie qui n'a pas duré, une forte pluie, mais qui n'a pas duré. Donc, ça s'est arrêté, et puis les gens sont revenus encore à leur place. Et là, c'est lui qui m'a informé aussi que les gendarmes ont tiré des gaz, et là, il y a eu les premiers morts. Deux personnes sont tombées sur l'esplanade. Et lui, il l'a vu personnellement. 2 personnes sont tombées. Ça, c'était en présence, m'a-t-il dit, de colonel Tcheboro. Il était présent avec ces hommes. Après, il m'a dit que des tractations se sont poursuivies, ont eu lieu avec les leaders. Suite à quoi, les leaders, les manifestants et le groupe des gendarmes qui étaient là sont tous dirigés vers le portail du stade. Puis on a ouvert, ils sont rentrés tranquillement, sans problème. Après un certain moment, c'est moi qui l'appelle, là il était maintenant à l'intérieur, m'a dit que tout se passait bien. Il n'y avait rien, c'est des discours. J'entendais en fond sonore des discours. Puis j'ai coupé. Mais à chaque fois, chaque 5-10 minutes, on s'appelle. Soit c'est lui qui m'appelle, ou bien c'est moi qui le rappelle. Donc, vers les 11 heures, enfin, en tout cas vers midi comme ça, midi moins, c'est moi qui l'ai appelé. Il m'a dit, ils sont rentrés.
Ils sont rentrés. Les bérets rouges sont rentrés. Ils tirent. Et j'entendais au téléphone les crépitements des balles. J'entendais les cris des gens qui cherchaient à fuir. J'entendais son essoufflement. Parce qu'il courait aussi. Je lui ai demandé de tout faire pour essayer de sauver sa peau. Il m'a dit, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai dit, alors ne raccroche pas là, maintenant. Je veux qu'on garde le contact. Il m'a dit, d'accord, frère. Il est resté à courir, j'entendais son allaitement. Puis, d'un coup, je ne sais pas si c'est le téléphone qui est tombé ou quoi, mais le téléphone marchait, mais lui, je ne l'entendais plus. J'entendais plus sa voix. Mais le téléphone était toujours là, j'entendais les mouvements, j'entendais les bruits de pas, j'entendais les crépitements. Mais lui ne répondait plus. Alors là, ça m'a inquiété. Puis quelqu'un, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a pris le téléphone et puis il l'a coupé. Depuis cet instant, je n'ai plus de contact avec lui. Alors, d'où l'inquiétude. Vers 12 heures, je mets la télé sur France 24. Je vois en bande passante massacre au stade du 26 septembre. Bilan provisoire, 10 morts en bande passante. D'où l'inquiétude croissante. Je n'avais plus de contact avec lui. Je n'avais aucune nouvelle de lui. Mes autres sœurs et frères, tout le monde cherchait à m'appeler pour savoir si je n'ai pas de nouvelles. Les amis. Bref, tout le monde, tous ceux qui le connaissent. À 13 heures, certains de mes amis ont dit, bah, écoute, ils ont commencé à transporter certains blessés aux urgences, notamment à Donka et à Ignace-Dine. Immédiatement, je me suis transporté d'abord à Ignace-Dine, aux urgences, où on a fouillé partout, mais là, on ne l'a pas trouvé. À 14 heures, on s'est transporté en compagnie de ma femme et 2 de mes grandes sœurs à l'hôpital Donka. Et là, j'ai été témoin de certaines scènes. J'ai vu arriver certains corps. On a débarqué des ambulances. J'ai vu certains blessés aussi qu'on a débarqués, même dans certains Mabana. Mais les urgences étaient tellement pleines, il y avait tellement une cacophonie que ce n'était pas possible, on pouvait rien comprendre. Mais j'ai vu aussi du sang humain couler comme si on était dans une boucherie. Du sang qui coulait et qui suintait, qui descendait les marches. On a fouillé là, aux urgences là. On ne l'a pas retrouvé. Mais quelqu'un nous avait dit que quelqu'un qui lui ressemblait était en service de traumatologie à Donka. Ma femme et l'une de mes grandes sœurs sont montées. Mais malheureusement, ce n'était pas la personne, ce n'était pas lui. Et plus tard, aux alentours de
16 heures comme ça, puisque des corps qui étaient débarqués, les ambulances, on voyait que les ambulances se dirigeaient vers la morgue. Alors, on cherchait quand même à voir, mort ou vivant, on cherchait à le retrouver. Mais toutes ces recherches-là sont restées vaines. Et aux alentours de 16 heures, entre 16 heures et 17 heures, hein, je crois bien, si je ne me trompe pas, les parents de victimes étaient là, nombreux à la morgue. Et puis, on a vu des bérets rouges arriver pour chasser tout le monde, que la morgue est interdite. Et puis, j'entends annoncer, c'est le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé est là. Et les bérets rouges doivent être, sont là pour garder la morgue. Désormais, personne ne va voir un corps là-bas. On a tout fait, mais on ne nous a pas du tout laissé s'approcher de la morgue. C'est là d'ailleurs que l'une de mes grandes sœurs a foulé son pied en essayant de fuir suite à la poursuite des bérets rouges qui étaient venus garder la morgue. Je précise d'ailleurs que la voie là, c'est-à-dire du carrefour Donka, carrefour Cam-Boaro là, a même été pris. Donc personne ne pouvait passer par là. Mais nous sommes restés aux abords. C'est là que, aux environs de 18 heures, j'ai reçu la nouvelle fatidique. Étant dans ces recherches-là, j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui était au stade, qui a d'abord commencé par me demander si on a retrouvé mon frère. J'ai dit, nous sommes sur les recherches. Il dit, ah, mon frère? J'ai dit oui. Elle dit, sois courageux. M'a dit mon frère, j'ai vu Hassan parmi les morts. Dit que j'ai vu Hassan parmi les morts. Pour être sûr, je me suis approché de lui.
de son corps, j'ai bien vu que c'était lui. Pour avoir une preuve, j'ai fouillé dans sa poche. J'ai pris, il avait dans sa poche une clé et 7000 francs. Donc j'ai pris ça en guise de preuve. Mais je n'avais pas osé vraiment donner l'annonce. Je lui ai demandé où est-ce qu'il a envoyé la clé. Il m'a dit qu'il partait pour remettre à mon beau-frère. Donc ce qu'il a fait, dès qu'ils ont envoyé la clé, mon beau-frère est parti ouvrir. Il a mis la clé, il a ouvert chez lui. Il a dit, ouais, c'est sa clé. Il l'a refermé tranquillement. Lui aussi, il est resté là. Après, il n'a pas eu d'abord le courage d'informer, tout comme moi. Après, on l'a quitté. Donc, j'ai dit, rentrons à la maison, puisque on ne le voit pas, puisque je venais aussi d'apprendre la nouvelle là. Donc, une fois à la maison, je leur ai dit, écoutez, j'ai reçu un coup de fil tout à l'heure, alors qu'on était à Donka. Mais on m'a dit qu'on a vu notre frère parmi les morts. Il a même eu la preuve que c'est lui. Il a pris sa clé. On a vérifié, c'était bien lui. Bah. Alors, donc mes sœurs sont restées avec moi en ville là-bas jusqu'à 19h. Après, elles sont rentrées parce qu'elles habitaient la banlieue. Et on a informé quelques parents parce que mon papa et ma maman étaient en ce moment à Pita. Mais très inquiets, eux aussi étaient au bout de fil à chaque moment. Mais là, j'avoue qu'on ne leur a pas donné la nouvelle immédiatement. Parce que, quelque part, on ne pouvait pas, c'est-à-dire qu'on pouvait toujours dire que c'est pas lui. C'est pas lui, peut-être que se sont trompés, peut-être qu'on l'a amené ailleurs. Donc, le lendemain, mardi, on a continué les recherches, toujours. C'est-à-dire, on voulait soit son corps, soit s'il est vivant, qu'on sache ce qu'il est devenu. Donc, nous avons été au camp, parce que je précise qu'on avait des frères militaires. Ces frères nous ont dit, écoutez, il y a des gens qui ont été des manifestants qui ont été envoyés au camp ici. Mais nous, on ne peut rien. On ne peut rien, vraiment. Mais nous vous informons qu'il y a des manifestants qui sont arrêtés. Ils sont au camp ici. Allez-y voir chez Pivi et chez Keboro. Allez-y. Peut-être que vous allez voir là-bas. Je précise qu'actuellement, ces gens-là sont des colonels. Et
jeter leurs noms ici. Mais à l'époque, ils nous disaient qu'ils ont les mains liées, ils n'osaient pas. Mais quand même qu'ils sont témoins de ça. Donc, d'aller là-bas. Donc, deux de mes grandes sœurs et moi, nous avons été au camp. Quand nous sommes rentrés, moi, je suis resté dans la voiture. Je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas. Là. Et mes sœurs sont allées. Ce qu'elles ont pu faire, c'est qu'elles entendaient les cris des gens. Parce qu'on leur a dit, ce que vous allez faire, vous hélez la personne. Si l'intéressé se trouve dedans, il va vous répondre. Il y avait aussi des personnes à l'intérieur qui hélaient, qui appelaient. Donc, ils sont allés, ils ont appelé le nom de mon frère. Ils ont appelé le nom de mon frère. Il n'y a pas eu de réponse. Et chez Keboro et chez Pivi. Mais il y avait des gens dedans qui demandaient au secours, aidez-nous, aidez-nous. Les autres, mes sœurs aussi ont dit, nous aussi, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Et ces recherches, je précise, nous les avons effectuées, mais souvent, c'est dans l'incertitude, dans l'indifférence totale de beaucoup de personnes. C'est à peine même si certaines ne nous disaient pas qui les a envoyés là-bas, qui leur a dit d'aller là-bas. Ils ont eu ce qu'ils cherchaient. On a entendu même ça. Donc nous sommes restés dans ça. Et puis, c'est venu le jour de la restitution des corps. Je crois que c'était 5 jours après. 5 jours après. Ils ont organisé une façon... ce qu'ils ont appelé restitution des corps. Nous sommes allés à la mosquée Faisal. Il y avait des camions qui venaient faire descendre des corps. Mais permettez-moi tout d'abord de vous dire que les corps qu'ils ont gardés jusqu'après 5 jours, beaucoup de ces corps-là avaient commencé à pourrir. Les visages commençaient à être vraiment méconnaissables. Les corps qui sentaient. On était obligé d'enlever du linceul pour chercher une tache, une trace, un signe pour pouvoir reconnaître quelqu'un. D'où vraiment le manque de dignité dans le traitement des corps. C'est une chose aussi qui nous a marqué. Et le nombre de corps annoncés était inférieur au nombre de corps qui étaient là. Ils ont annoncé 57, mais il n'y avait pas entièrement 57 corps là-bas. Donc on ne savait pas si tous les corps n'ont pas pu être déposés à cause de la révolte qui a eu lieu là-bas.
Mais tous les corps n'étaient pas là. N'ayant pas pu retrouver le corps de mon frère là, nous étions obligés de partir au village, de partir à Pita, retrouver les parents. Mais là, Monsieur le Président, honorables assesseurs, je vous ai dit tantôt que le corps de mon petit frère a été vu sur l'esplanade du stade, avec d'autres corps alignés. J'en ai même une photo ici. Les corps là. J'ai pris le soin de mettre le nom de mon petit frère ici, le 4e corps, en partant de bas en haut. Le 4e corps, en partant de bas en haut. Donc, ce corps est en vue là, photographié et filmé. Mais ce corps-là a tout simplement disparu. Disparu. N'a plus du tout été retrouvé. En tout cas, pas parmi les corps qui avaient été exposés. Les personnes qui l'ont vu là m'ont dit qu'il a reçu un coup à la nuque. Je ne sais pas si c'est par arme blanche. En tout cas, c'est un coup à la nuque. Mais après, il est resté introuvable. Il a disparu. Ce qui fait que nous n'avons même pas une tombe où nous recueillir. Monsieur le Président. Nous n'avons même pas encore fini. Nous n'avons même pas encore fini notre deuil. On ne peut pas se recueillir. Ce qui nous reste de lui, c'est son souvenir. Donc, je voudrais bien, Monsieur le Président, qu'on nous dise où se trouve le corps de mon frère. C'est bien une preuve qu'il a été tué. C'est également une preuve que son corps a disparu. Donc, n'ayant pas retrouvé de corps, ma maman qui m'a demandé de tout faire parce que j'ai été obligé de lui mentir. Puisqu'on n'a pas retrouvé de corps, j'étais obligé de lui dire que le corps de mon frère était dans un état tel que il ne pouvait pas être transporté. Mais elle m'a répondu
écoute mon fils, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Mettez-moi ça dans des plastiques et envoyez-le-moi, même si il est embouilli. Envoyez-le-moi dans un plastique. Mais je veux le voir. Finalement, une fois là-bas, on était obligé de lui dire qu'on ne l'a pas retrouvé. De retour à Conakry, après les funérailles, je suis passé également devant la commission d'enquête internationale, notamment devant Mme Fatou Bensouda, quand elle est arrivée ici. Il m'a demandé de tout faire, d'être en contact avec le médecin légiste, même pour une prise de sang en vue d'une recherche ADN, en vue de retrouver le corps. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je suis allé rencontrer le médecin légiste, Dr Hassan, et je n'étais pas seul. Il y avait d'autres victimes encore, à qui on a pris du sang. On a fait une prise de sang. On nous a dit que les échantillons là devaient être transportés dans un hôpital en France, à Lyon précisément. Et qu'au bout de quelques mois, on aurait le résultat. Ça, c'est après que les corps qui n'ont pas trouvé de parents aient été enterrés. Donc, plusieurs mois après, Dr Hassan nous a dit finalement, en tout cas, moi, personnellement, que le résultat était négatif, que parmi les corps qui étaient restés, qui ont été enterrés de façon anonyme comme ça, il n'était pas. Donc, nous sommes restés dans ça. Et puis, on a institué le pool des juges d'instruction. Et là, j'ai aussi été entendu. Bon. Je crois que j'ai pas tout dit, mais j'ai dit l'essentiel, Monsieur le Président. Vous avez fini? Oui, Monsieur le Président. On a terminé avec mon intervention. Votre jeune frère, vous avez dit, il s'appelle Elhadj Hassan Ba, c'est ça? Oui, Monsieur le Président. Elhadj Hassan Ba. Vous dites que ce jour, vous avez parlé avec lui jusqu'à un certain moment. Oui, jusqu'aux environs de 11 heures et quelques comme ça. Il a vu les militaires rentrer en tirant. Oui. Ça, il vous a dit tout ça au téléphone. Il m'a dit. Est-ce qu'il a pu vous dire le nom de certains militaires qu'il a pu reconnaître? Non, il ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit qu'il a reconnu un béret rouge à l'intérieur. Mais sur l'esplanade, quand même, il m'a parlé de Kéboro, parce qu'il a vu. Il était présent quand le colonel Kéboro discutait avec les leaders. Donc, il m'a quand même, lui, il a vu là.
Vous avez dit que vous êtes venu vous-même, vous êtes venu à la morgue. Oui, Monsieur le Président. Et quand vous y étiez, des militaires sont venus vous chasser. Oui. Est-ce que vous avez pu reconnaître certains militaires? Bon, Monsieur le Président, je ne connaissais pas, moi, ces militaires. Je ne connais pas les bérets rouges. Je peux identifier personne. Cependant, ils étaient avec une autorité et que les gens appelaient le ministre de la Santé. Donc, ils vous ont chassé devant le ministre de la Santé. Oui. Oui. Et c'était qui, le ministre de la Santé? Le ministre de la Santé, je crois bien, c'était le colonel Chérif Diaby. Question.